À la une, le Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État, conseil qui a tranché le prix du kilogramme de cacao maintenu à 1000 francs CFA pour la campagne intermédiaire de commercialisation, campagne qui démarre le 1er avril prochain. Les meilleurs dirigeants d'entreprises et le groupe africain ainsi que les meilleures entreprises et établissements financiers de l'Afrique ont été primés au cours de l'Africa CEO Forum d'Abidjan. Parmi les awards, l'Ivoirien Sébastien Kadio Morocco qui glane le prix du meilleur jeune chef d'entreprise de l'année. Le HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés, prévoit le retour en Côte d'Ivoire d'environ 32 000 personnes selon sa planification pour 2017. Elle entend aussi œuvrer pour la meilleure prise en charge des rapatriés, annonce faite par le représentant local du HCR. Et puis au lendemain des attentats de Bruxelles, le procureur belge Frédéric Van Leu a révélé qu'Ibrahim El Bakraoui a été officiellement identifié comme l'un des auteurs de l'attaque de l'aéroport des Aventem. Son frère, Khalid El Bakraoui, a également été identifié comme l'auteur de l'attaque du métro de la ville. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Le prix du kilogramme de cacao est maintenu à 1000 francs CFA pour la campagne intermédiaire de commercialisation. Campagne qui va démarrer le 1er avril prochain. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. Aussi, le Conseil a décidé de baliser le champ des recherches biotechnologiques. En Côte d'Ivoire, on fait le point avec Viviane Haïm. À l'heure où la science, à travers sa spécialité, la biotechnologie, permet de réaliser des modifications sur les organes et sur les végétaux, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 23 mars sous la présidence du chef de l'État, a décidé la mise en place au plan national d'un arsenal réglementaire qui jusque-là n'existait pas. Ce projet de loi fixe les conditions dans lesquelles il sera désormais possible de se livrer sur le territoire ivoirien à des manipulations relevant de la biotechnologie moderne. Cela permet de créer des produits de meilleure qualité, cela permet de produire plus, mais il convient évidemment de faire en sorte que les avantages soient plus importants que les inconvénients de ces produits-là. Ainsi, l'État veillera à l'application d'un certain nombre de principes. Et 2 organes seront créés pour la bonne mise en œuvre de ces principes. Il s'agit notamment d'une commission nationale de biosécurité et de biosûreté et d'un observatoire national de biosécurité. Le Conseil a aussi décidé des mesures pour stimuler la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Ce décret traduit la volonté du chef de l'État de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'un des leviers importants du développement de notre pays. À cet effet, des mesures sont envisagées, notamment l'amélioration de l'équipement des établissements en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'amélioration de la qualité de la formation de la recherche et l'amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Dans ce dernier cas, donc, l'amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et des chercheurs, le projet de décret fixe le montant des primes de recherche et définit dans le même temps les modalités de paiement de ces primes. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao démarrera le 1er avril. Le prix d'achat aux paysans du kilogramme de cacao reste inchangé. Il est toujours fixé à 1000 francs le kilo. Comme cela a été fait au cours des 3 dernières campagnes, le prix fixé pour le kilogramme de cacao pour la campagne principale est reconduit pour la campagne intermédiaire. Il n'y a donc pas de décote. Le prix pour la campagne intermédiaire sera donc de 1000 francs CFA par kilo. Le Conseil a également approuvé la date du 1er avril 2016 comme date d'ouverture de la campagne intermédiaire 2015-2016. Le Conseil a instruit le Conseil Café Cacao à l'effet de prendre toutes les mesures, y compris les sanctions appropriées pour le respect strict du prix aux producteurs, donc de ce prix de 1000 francs CFA par kilo qui vient d'être fixé. Le gouvernement, une fois encore, prend une nouvelle décision pour l'amélioration du cadre des affaires. Un mécanisme pour l'accès des PME nationales au marché financier régional va être lancé officiellement ce jeudi 24 mars. Le mécanisme d'accès des PME nationales au marché financier régional est un système de financement souple mis en place par la Bourse régionale des valeurs mobilières
et spécialement adaptées aux besoins et aux réalités des PME. Le gouvernement est déjà engagé dans ce mécanisme de financement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet Phoenix, qui est dédié à la valorisation des PME nationales, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois durables également. Le Conseil a donné son approbation pour la nomination du capitaine de vaisseau Djikalou Saint-Cyr au poste de directeur exécutif du Centre interrégional de coordination sur la sécurité et la sûreté maritime en Afrique centrale et occidentale avec poste au Cameroun. Le gouvernement se réunira pour le prochain Conseil des ministres le mercredi 6 avril. En image, le chef du gouvernement qui a procédé ce mercredi à l'inauguration de la nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté. La nouvelle artère, longue de 11,2 km, a été construite pendant 8 mois. Elle permettra aux usagers de circuler plus aisément et de rallier rapidement les villages de Bokabo et d'Aboboté ainsi que les quartiers situés sur le parcours de ces axes. Daniel Kablan-Duncan a également lancé les travaux de renforcement de la voie Samaké-Merida-Bobo. Le Premier ministre a ensuite mis le cap sur la localité de Ndotré où il a lancé les travaux de canalisation de la commune d'Abobo. Il a par la suite procédé à l'inauguration du château d'eau à Ndotré. Vous le voyez sur ces images. Le point complet de toutes ces activités du chef du gouvernement à suivre dans nos prochaines éditions. Avant ces inaugurations et lancements de travaux au pas de course, Daniel Kablan-Duncan a eu une série d'échanges avec plusieurs partenaires économiques séjournant à Abidjan pour prendre part à l'Africa CEO Forum qui a pris fin hier à Abidjan, entre autres des responsables du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, du groupe hôtelier Mario et de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique Badea. Le point de Francis Boifo. En marge de la 4e édition de Africa CEO Forum à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien a eu un agenda très chargé. Les responsables du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique ont été les premiers à être reçus par Daniel Kablan-Duncan. Ils sont venus lui annoncer l'organisation d'une mission dans la capitale économique en octobre prochain. Donc c'est vraiment des missions très B2B, orientées business principalement et amitié également. On souhaite à la fois investir ou trouver des partenaires dans les pays africains. Le vice-président du groupe hôtelier Marriott a dit au Premier ministre sa volonté d'investir en Côte d'Ivoire. Outre l'hôtellerie, la santé et la lutte contre la pauvreté intéressent les investisseurs et partenaires de la Côte d'Ivoire. En témoignent les actions de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, Badea. Il y a 6 mois, nous avons signé la convention de financement d'un projet d'alimentation d'eau potable. Et hier, nous avons signé la convention de financement de l'hôpital de Yopougon. Nous avons aussi discuté avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la mise en place d'une banque pour les pauvres. C'est une institution qui va contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes et pour les femmes. Pour clore la série d'audiences, le chef du gouvernement ivoirien s'est entretenu avec le représentant d'un réseau d'hommes d'affaires basé à l'étranger. Pour nous, c'est surtout la transformation en valeur ajoutée sur, donc on a parlé sur la base des riz. Il y a des déchets de riz, la paille, qui est utilisée comme entrant, matière première pour créer les blocs pour la construction. C'est une question qu'on a en discussion maintenant entre Yamoussoukro et Bouaké où installer l'usine. En moins de 48 heures, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une douzaine d'opérateurs économiques venus prendre part à Africa CEO Forum. Tous soutiennent la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Les awards de cet Africa CEO Forum sont connus. Les meilleurs chefs d'entreprise et dirigeants de groupes africains ainsi que les meilleures entreprises et établissements financiers du continent ont été primés. Le Young CEO of the Year, qui distingue le meilleur jeune chef d'entreprise de l'année, a été attribué à l'Ivoirien Sébastien Kadio Morocro, directeur général de Petro-Ivoire, un trophée qui distingue le dirigeant africain de moins de 40 ans à la tête d'une entreprise africaine emblématique à fort potentiel. Noël Niagno s'est aussi intéressé aux autres lauréats. Reportage. L'Africa CEO Forum Award 2016 à Abidjan nous a révélé un jeune champion, Sébastien Kadio Morocco, dans la série Jeune entrepreneur de l'année. Sa marque déposée, le travail.
J'ai 35 ans cette année. Nous avons eu une éducation très stricte et dans laquelle la valeur du travail était le leitmotiv de notre fonctionnement. Donc on va dire que nous nous sommes construits nous-mêmes. Outre le prix de Kadio Moroko, fils, 5 autres ont été décernés. Il s'agit du prix du meilleur PDG de l'année du Nigérian, Oba Otudeko de Onel Group, Henri-Claude Oyima du meilleur banquier avec la BGFI Bank, un groupe financier international multimétier. Quant aux distinctions de la multinationale, de l'investisseur, enfin de la meilleure entreprise de l'année, sont allées respectivement à Henken, à l'African Finnish Corporation et à Dangote Group. Le Africa CEO Forum Award récompense les entreprises et les investisseurs dont les actions au quotidien contribuent à la dynamique de croissance de l'Afrique, et l'Ivoirien Kadio Moroko a pris la pleine mesure de ce défi. Et quand on met les regards sur notre société, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être moins performant, mais au contraire, on doit encore viser plus. La première des choses qui m'est venue en tête, c'est qu'il faut qu'on fasse encore mieux, parce que ça veut dire que maintenant, on a une grande responsabilité. En tout cas, dans mes ambitions et dans ce que je souhaite, on est encore très loin du compte. Le jury du Africa CEO Forum Awards est composé de 5 collèges. Le collège des entreprises, celui des médias, des financiers, de l'institutionnel, enfin le collège des consultants. C'est la somme des analyses de ces différents collèges qui donne le Africa CEO Forum Awards. La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est allé vendre le programme de développement agricole de la Côte d'Ivoire au Forum de la Banque mondiale à Washington. Il s'est agi d'attirer l'attention des partenaires du pays et des bailleurs de fonds sur les opportunités qu'offre l'industrialisation du pays. Adama Kone. Pendant 4 jours à Washington, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est allé porter le message de la Côte d'Ivoire de transformer la structure de son économie. Face à la Banque mondiale et à la Société financière internationale, SFI, Mamadou Sangafoua Coulibaly a clairement dit la détermination du pays à faire du secteur agricole le socle de son industrialisation. Relevant que dans cette option, le gouvernement fait la part belle au privé qui doit assurer la production et la transformation. Quant à l'État, il lui revient la réalisation des infrastructures structurantes et l'amélioration du climat des affaires. Pour le ministre Coulibaly, les rôles ainsi définis, la configuration des investissements montre une part de 60% des réalisations par le privé contre 40% par l'État. C'est pourquoi l'émissaire du gouvernement à Washington a sollicité l'appui du Banquier mondial et de la SFI dans le financement des projets agricoles. Des projets agricoles qui ont pour facteur de production principal la terre. C'est donc bien à propos qu'à la 17e conférence annuelle de la Banque mondiale, toujours à Washington, le ministre Sangafoua Coulibaly s'est lancé dans une opération de charme en déballant la politique foncière de la Côte d'Ivoire. Une politique qui vise la sécurisation des droits de propriété, des droits des exploitants non propriétaires et des personnes vulnérables. Pour la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'une bonne politique foncière et son application sur le terrain doit donner plus de garanties aux différents acteurs. D'ailleurs, les pays africains participant à la conférence ont annoncé s'inspirer du modèle ivoirien en matière de gestion du foncier rural. Les ressources halieutiques en Afrique sont fortement menacées par les pratiques non conformes de la pêche, telles que la pêche illicite et l'usage des produits toxiques. Le réseau interafricain des ressources halieutiques de l'Union africaine a organisé un atelier à Accra, la capitale ghanéenne, pour trouver une riposte à cette menace. Notre envoyée spéciale, Victorine Yao-Yoboué, a suivi ces travaux. Dans le dossier qu'il va suivre, elle présente l'état des lieux et les résolutions prises à Accra. Apam, village de pêcheurs au sud du Ghana. Plusieurs embarcations stationnées, quelques requins déposés çà et là sur la plage, non loin de femmes occupées à écailler des alevins. Bien loin le temps où la mer était généreuse à Apam. Oui, les poissons sont de plus en plus petits. Comme c'est ce qui nous permet de nourrir notre famille, on le fait, mais ce n'est plus rentable. Toutes les femmes se plaignent, on ne trouve plus beaucoup de poissons. Des fois, on doit attendre une semaine pour remplir nos plaquettes, alors qu'avant, on allait livrer le poisson 2 fois par semaine à Accra. Cette rareté des prises n'est pas propre à Apam et les pêcheurs sur le littoral en connaissent les causes. Si vous allez en mer pour pêcher et vous ne revenez pas avec du poisson, vous êtes
soit surtaxé, soit endetté. Et donc, il est obligé de tout faire, de tout tenter pour amener du poisson. Il peut utiliser les petits filets, par exemple. Donc, il amène du petit poisson. Maintenant, les bateaux chinois ont pris le secteur. Ils pêchent les poissons que nous avions l'habitude de pêcher. Et quand nous sortons, nous revenons avec rien. Nous avons dit au gouvernement qu'il faut que ces bateaux étrangers cessent de venir. Et nous leur avons aussi dit qu'il faut qu'il y ait des tests pour tester le niveau de produits chimiques. Et jusqu'à maintenant, aucun test n'a été effectué. Alors, pour ne pas revenir bredouille de la mer, les pêcheurs ont décidé de provoquer la chance en utilisant des produits chimiques. Leur spécialité, la pêche à la dynamite. Oui, les gens utilisent de la dynamite. Nous savons que la dynamite est dangereuse. Si nous n'arrêtons pas l'utilisation de la dynamite, il n'y aura plus de poissons. Mais tant que ces bateaux chinois continuent à venir, nous n'allons pas survivre. Nous avons faim, nous avons des enfants qui dépendent de nous. La Côte d'Ivoire est aussi confrontée à ces pratiques non conventionnelles de la pêche. Les autorités ont dû déployer des moyens conséquents pour lutter contre le fléau. C'est vrai, à un moment donné, nous avons fait le constat que des pêcheurs trompent la vigilance de certains agents en utilisant des produits toxiques pour exterminer les poissons qui sont dans l'eau. Mais avec la sensibilisation qui est faite, de plus en plus, ce phénomène tend à disparaître. La pêche illicite. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons souffert de cette pêche qui était perpétrée dans nos eaux. Le président de la République nous a permis d'acquérir 2 patrouilleurs. Depuis l'acquisition de ces patrouilleurs, on ne fait qu'à raisonner ces bateaux qui viennent pêcher dans nos eaux. Pour combattre définitivement ce fléau, nous avons décidé d'agir en synergie dans le cadre de l'UABIRA, de trouver des solutions appropriées à tous ces phénomènes dont nous avons parlé. Le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, UABIRA, appuyé par la Banque mondiale et l'USAID, est chargé d'apporter des solutions à la mesure de la menace. Des stratégies ont été définies depuis 2014 par l'ensemble des États africains. Il s'agit notamment de la lutte contre la pêche illicite par la surveillance accrue des eaux, la fixation des quotas de pêche, la professionnalisation de la pêche artisanale et le développement de l'aquaculture. Pour accélérer la mise en œuvre de ces mécanismes, l'UABIRA a décidé d'associer les médias africains. Il est évident que sans une plateforme ou un réseau efficace pour diffuser l'information pertinente au public, les objectifs de transparence et de bonne gouvernance seront difficilement atteints, même avec la meilleure volonté des gouvernements. Il est très important que le média, la société civile sachent les défis qu'il y a dans la pêche. Si les journalistes sont bien informés, s'ils ont accès à cette information, ils peuvent faire un meilleur rapportage sur les solutions possibles. La centaine de journalistes africains présents aux assises d'Elmina et d'Accra au Ghana ont mis en place un observatoire en vue de contribuer à une pêche responsable et durable en Afrique. Car plus de 12 millions d'Africains vivent encore de la pêche et le poisson constitue la première source de protéines pour les populations. Retour en Côte d'Ivoire avec ce programme pour permettre l'accès de tous à l'eau potable en milieu rural. Programme qui sera expérimenté dans la région du Tonkpi et de l'Indénié-Djoablin, un investissement évalué à près de 10 milliards de francs CFA, financé par l'Union européenne. Du 15 au 18 mars dernier, le corps préfectoral et les autorités des collectivités territoriales de ces collectivités ont été instruites sur le projet sur initiative de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, et de ses partenaires aux femmes, le programme hydraulique et assainissement pour le millénaire, l'éclairage de Broléans. L'accès à l'eau potable en milieu rural ivoirien, une réelle difficulté. Des autorités locales même en témoignent. Biancouma, en tant que chef-lieu de département, a bénéficié d'un 2e château d'eau. Mais dans les rayons de la ville, les villages qui sont là ont besoin d'eau potable. Je ne peux pas vous donner des statistiques précises.
Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de villages qui sont demandeurs de forage pour éviter de continuer à prendre de l'eau dans les puits. 18 mois pour améliorer ce tableau dans la région du Tonkpi à travers 100 nouveaux forages à créer et à entretenir par un opérateur privé. Idem dans l'indénié Douablin, sauf que l'opérateur qui va distribuer l'eau potable aux foyers ruraux est régional. Dans les deux cas, préfets, maires et conseillers régionaux vont se partager les compétences de l'État en matière de création et d'entretien de points d'eau. Il leur sera transmise donc la maîtrise d'ouvrage délégué, aussi la maîtrise d'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les moyens vont être mis à la disposition de ces collectivités-là pour qu'elles puissent se prendre en charge ces 10 milliards de francs CFA. Voilà qui explique la sensibilisation et la formation du corps préfectoral et des collectivités territoriales des régions de Tonkpi et Indénié-Douablin. Entre autres questions abordées, les implications juridiques, financières et institutionnelles, ainsi que le rôle de chaque acteur dans la gestion du service public de l'eau potable. Tout ce que nous avons reçu comme information et comme formation ici, nous allons au plan local réinvestir tout ça pour qu'ensemble nous puissions être efficaces. Objectif, accès de tous à l'eau potable en milieu rural, et ce sera au terme du programme hydraulique et assainissement pour le millénaire femmes, dont la phase pilote financée par l'Union européenne concerne les régions de Tonkpi et Indénié-Douablin. Je vous le disais en titre, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, prévoit le retour en Côte d'Ivoire d'environ 32 000 personnes selon sa planification pour l'année 2017. Elle entend aussi œuvrer pour la meilleure prise en charge des rapatriés, annonce faite par le représentant de l'organisation, le point de Moussa Konaté. 249 117 réfugiés ivoiriens rapatriés entre octobre 2011 et mars 2016. Ces populations qui avaient quitté leur lieu de résidence pour d'autres pays africains à cause des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, elles ont regagné leur patrie grâce au HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Malgré ces efforts, plusieurs défis restent encore à relever. Nous estimons que le retour des réfugiés n'est pas justement une activité purement logistique. Il ne s'agit pas de faire revenir des personnes sur leur sol sans pour autant les aider pour leur réinsertion. Donc des activités sont faites auprès de ces personnes-là, des indemnisations sont en cours. Nous avons l'engagement du ministère de la Solidarité pour que ces personnes-là non seulement puissent bénéficier des indemnisations qui leur sont dues, et bien au-delà de ça, nous avons des activités beaucoup plus pérennes quant à leur réintégration, à savoir leur réinsertion sociale dans le tissu socio-économique de Côte d'Ivoire. Les rapatriements organisés par le HCR ont contribué à la consolidation de la cohésion sociale. Les autorités ivoiriennes se réjouissent de la collaboration avec l'institution. Je voudrais donc, au nom du ministre des Affaires étrangères, saluer l'excellente coopération qui existe entre le HCR et la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du rapatriement de la situation des réfugiés, le gouvernement ivoirien est totalement impliqué avec le HCR. La survenue de la maladie à virus Ebola en 2014 avait freiné l'opération de rapatriement des réfugiés. Elle a repris début 2016. Entre le 1er janvier et le 11 mars 2016, 8 576 individus, dont 2 319 familles, sont rentrés au pays. La planification pour l'année 2017 prévoit le retour d'environ 32 000 personnes. En politique, on s'intéresse à cette tournée du secrétaire général du Rassemblement des Républicains dans la commune d'Adjamé et Anyama. Amadou Soumaoro dit être allé remobiliser les instances et structures du parti en vue des échéances électorales locales à venir. Ahmed Traoré, Franck Quadio. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains en tournée de remobilisation. Première étape, les communes d'Adjamé et d'Anyama. Objectif, remobiliser les instances et structures du RDR pour qu'il demeure le premier parti du pays et former un rempart contre toute adversité. Nous sommes venus demander à tous les militants de rester rassemblés, de rester unis autour du chef de l'État et autour du gouvernement afin que nous les accompagnions dans la construction de cette Côte d'Ivoire nouvelle de paix et de fraternité. Les secrétaires départementaux des communes d'Adjamé et d'Anyama ont saisi cette opportunité pour faire des recommandations à la direction de leur parti en vue d'améliorer les conditions de vie des militants.
Je peux vous dire que les difficultés et les préoccupations des militants au niveau de la commune d'Adjamé, c'est surtout au niveau de l'emploi des jeunes, du financement des projets des femmes et de la promotion des cadres RDR d'Adjamé. Selon Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, les oufouettistes doivent consolider leurs relations et agir ensemble pour les élections à venir. Il entend donc envoyer en mission des délégations à travers tout le pays pour la transformation du RHDP en un parti politique. Et ce chiffre, 4 milliards de francs CFA, cette somme a permis à des centaines d'étudiants ivoiriens en 20 ans d'être formés dans les écoles de prestige en Europe à l'aide de bourses d'études. La précision a été faite par des officiels et des responsables de la Fondation Bénien International, initiatrice de ces actions au cours de la cérémonie de lancement de ces activités marquant ces 20 années d'existence. Franck Audio. 450 étudiants ivoiriens ont bénéficié depuis 1996 de bourses d'études étrangères à hauteur de 4 milliards de francs CFA au nom de la Fondation Bénien International. Sylviane Fontaine, directrice de la Fondation, plante le décor. Nous sommes au lancement des activités des 20 ans de la Fondation Bénien International, un réseau de compétences qui œuvre pour la formation des élites. J'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont les mêmes positions que nous puissions mobiliser nos énergies pour pouvoir permettre à l'Afrique de disposer des ressources qui soient aptes à prendre en main les défis qui nous attendent pour les années à venir. J'aurais été très favorable à cette initiative qui permet quand même de former des jeunes Ivoiriens, de les envoyer se former en France et de ramener tout ce qu'ils ont appris là-bas pour participer ensuite en Côte d'Ivoire à l'évolution d'une classe dirigeante bien formée. Chaque année, plusieurs étudiants sont envoyés par la Fondation dans des écoles de prestige en Europe, une initiative qui cadre avec la volonté du gouvernement. L'État ne peut pas tout faire et donc quand nous constatons que des privés arrivent de par leurs propres initiatives à mobiliser autant de ressources et à construire autant de talents, nous allons les accompagner dans la démarche. Les activités marquant les 20 ans de cette organisation visent à mobiliser autour de la cause le maximum de partenaires. Elles prennent fin le 9 juillet prochain par un gala qui boucle la série de conférences, de panels et d'émissions télé et radio. À l'étranger, au lendemain des attentats de Bruxelles, le procureur belge Frédéric Van Loo a révélé qu'Ibrahim El Bakraoui a été officiellement identifié comme l'un des auteurs de l'attaque de l'aéroport de Zaventem. Son frère, Khalid El Bakraoui, a également été identifié comme l'auteur de l'attaque du métro de la ville. Un autre suspect est toujours recherché, Kader Ouattara Hamza Diaby. Bruxelles se réveille difficilement au lendemain des attentats qui ont frappé l'aéroport et la station de métro de la ville. Déjà, la police belge s'est engagée dans une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs présumés de ces attentats. Deux frères, Khalid et Ibrahim El Bakraoui, des proches de Salah Abdeslam, tous deux connus des services de police, auraient été identifiés comme les kamikazes qui se seraient fait exploser à l'aéroport Zaventem de Bruxelles et dans la station de métro. Ces derniers étaient déjà recherchés dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris, et ce pour avoir hébergé dans un appartement loué sous un faux nom Salah Abdeslam, le cerveau des attentats parisiens. Par contre, la police est à la recherche d'un suspect. Il est soupçonné d'être directement impliqué dans les attentats de Bruxelles. Ces attentats surviennent 4 jours après la capture à Bruxelles de Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre à Paris. Au Bénin, élu président, Patrice Talon prendra du service très vite. La passation de pouvoir est prévue pour le 6 avril prochain. Retour dans le sujet qui va suivre sur les clés de la victoire de l'homme d'affaires. C'est avec Salima Toudia et Sylvie Touré. Le slogan de campagne « Nouveau départ pour le Bénin » de Patrice Talon n'est pas anodin. Bien au contraire, il a été en adéquation avec le désir de changement et même de rupture voulu par la majorité des électeurs. C'est qu'au Bénin, le bilan du président sortant Boni Yahi a fait de nombreux mécontents. Une situation dont a su profiter Patrice Talon, tombé en disgrâce avec le régime dont il a été l'un des barons. Face à un adversaire présenté comme un héritier méconnu des Béninois et dont la double nationalité franco-béninoise n'a pas non plus arrangé les choses, Patrice Talon remporte la présidentielle avec 65% de voix.
Il faut le dire, l'entre-deux tours y est pour beaucoup. L'homme d'affaires réussit à rafler la totalité ou presque des candidats perdants du premier tour et surtout l'ensemble des pontes du marigot politique béninois. Entre autres, Sébastien Ajavon, Abdoulaye Biotchane, Jean-Irénée Koupaki, arrivés respectivement en 3e, 4e et 5e position. Le vote massif des populations en faveur du candidat de la rupture exprime la soif de changement des Béninois. Les chantiers qui l'attendent sont aussi vastes que nombreux: bonne gouvernance, lutte contre la corruption, relance économique, renforcement de la sécurité dans un environnement cerné par le terrorisme. Talon est surtout attendu par la jeunesse sur la question de l'emploi. Au Bénin, un jeune sur 2 est au chômage. Le nouveau président béninois, Patrice Talon, 58 ans, est l'une des grosses fortunes du pays. Il devrait être installé à la Marina le 6 avril prochain, dans un fauteuil pas tout à fait doux. Et c'est sur cette actualité au Bénin que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, l'info revient avec Hamza Diami. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngouran. Moi, je vous retrouve le week-end. Excellente suite de programmes sur RTI 1.